Salut, je voulais juste faire un petit avant-propos. L'équipe autour de la table qui anime cette émission débute dans le domaine de la radio. C'est leur toute première émission, donc merci d'être dans l'indulgence et le commentaire constructif. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau programme. Avant de commencer cette nouvelle émission, que vous allez écouter dans un instant, faisons un point sur l'actu des atteintes aux droits des personnes LGBTQIA+. International tout d'abord, au Kenya, ce mois-ci, septembre 2023, un projet de loi vise à interdire l'homosexualité, les unions homo et les campagnes et activités LGBTQIA+, manifs, défilés, assemblées, etc. Toute personne y contrevenant encourt une peine de 10 à 50 ans de prison. Tout va bien. En Irak, actu d'août 2023, un projet de loi, là-bas aussi, est en réflexion, mais cette fois-ci pour condamner à mort toute personne ayant une relation homosexuelle, au mieux, si tout va bien, la réclusion à perpétuité. On part en Hongrie, actu de juillet 2023. 2 ans après la loi qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, les livres parlant ou juste évoquant des LGBT+, sont emballés dans du plastique soi-disant pour protéger les enfants de la conversion à l'idéologie LGBT. Autant les mettre dans un préservatif et pas faire de gauche, ce sera plus efficace. Petit rappel politique, le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie est d'extrême droite. Ça fait du bien de le rappeler. On va en Turquie, septembre 2023, le gouvernement annonce l'introduction d'un cours à l'école ayant pour but de combattre les valeurs LGBT. Le ministre de l'Éducation turc souhaite aussi amender les déclarations universelles des droits humains qui protègent les personnes LGBT+. En Tchétchénie, ça fait déjà quelques années, mais c'est toujours en cours en fait, c'est toujours d'actualité, l'État continue sa répression contre la communauté LGBT. Les hommes soupçonnés d'être homo, et j'ai bien dit soupçonnés, pas seulement avérés, sont toujours persécutés, torturés ou tués par les autorités. Et chez la Russie voisine, on en est où ? Là aussi, depuis quelques années, la répression anti-LGBT est forte. Remontons déjà jusqu'au début 2023. Dans le cadre de la loi réprimant, je cite, la propagande LGBT, toute œuvre, film, livre, publicité qui évoquerait des personnes ou relations LGBT sous un jour positif est passible de poursuites et de fortes amendes ou pire. Une maison d'édition a déjà été poursuivie pour avoir publié un livre sur une histoire d'amour entre 2 jeunes hommes qui se rencontrent dans un camp de jeunesse de l'époque de l'URSS. Le titre du livre, Un été en cravate de pionnier, si jamais ça vous intéresse. On reste en Russie, ça a été voté en juin 2023, c'est assez récent. Une loi interdit toute possibilité de changer de genre de manière chirurgicale ou juste administrative. Exception faite d'enfants hermaphrodites qui pourront être opérés dans le cadre d'anomalies congénitales très jeunes, autrement dit c'est de la mutilation, une opération sur mineurs réalisée sans consentement. Aux États-Unis, c'était cet été 2023, un danseur professionnel noir de 28 ans est mort poignardé à New York après une altercation dans une station-service où il était en train de danser du voguing sur une musique de Beyoncé quand un groupe d'hommes s'en est pris à lui. Il a essayé de se défendre avec un ami en disant qu'il n'y avait rien de mal à être gay. Il est tout simplement mort pour avoir dansé joyeusement. On rentre en France. Mai 2023, le centre LGBT de la ville de Tours a été pris pour cible. C'est la 6e fois depuis le début de l'année. Un jeune catholique intégriste de 17 ans a jeté une bouteille d'explosif à l'acide dans le local alors que des personnes y étaient présentes. Heureusement que Dieu est amour. Juillet 2023, Kitty Space, une des candidates de la saison 2 de Drag Race France, a été violemment frappée à Paris par un homme qui proférait des insultes homophobes. Début d'année 2023 à Toulouse, sous pression de l'extrême droite, Jean-Luc Moudinque annule un atelier lecture pour enfants animé par 2 artistes drag queens. Une remarque personnelle que je partage, la logique, si je comprends bien, n'est pas de développer l'imaginaire ou la créativité des enfants, mais de les forcer à rentrer dans un moule sans réfléchir. Une actu très courte, juin 2023, lors de la marche des fiertés à Lyon, un jeune homme a agressé physiquement des participants au cortège. Il était tout seul, il a voulu taper tout le cortège. Bref, vous qui écoutez, vous n'aviez peut-être pas entendu parler de tout ça, vous ne l'aviez peut-être pas vu ou entendu dans vos médias habituels. Vous pensiez peut-être que ça pourrait être pire, que les LGBT+, sont quand même bien lotis, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Pourtant, ce ne sont pas que des faits divers, ce sont des faits de société. Il faudrait des heures, des jours pour en parler et faire le recensement de toutes les agressions, de tous les reculs de droits envers les minorités.
La question n'est pas de vous convertir à une sexualité différente de la vôtre, ni de changer votre quotidien, on s'en fout en fait de ça. La question c'est pourquoi cette haine envers des personnes qui ne demandent que le droit d'exister. Et je voudrais citer Guy de Maupassant, donc on remonte de quelques siècles quand même. On a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. Toute cette violence à l'encontre de la communauté LGBTQIA+, à l'encontre de personnes non blanches, à l'encontre des personnes qui ne vous ressemblent pas, est souvent due à un manque de connaissances. Quand on ne comprend pas, on prend peur. Et parfois, cette peur se transforme en violence. Depuis 10 ans, les agressions sont en nette augmentation. Selon le rapport 2023 de SOS Homophobie, 184 personnes LGBT+, ont été agressées en France en 2022. Et ça ne prend pas en compte les personnes qui se sont tues. Ça représente une agression tous les 2 jours. Dans 69% des faits, il s'agit de coups et blessures, et pour la majorité, les agressions sont causées par des hommes seuls ou en groupe. Les personnes les plus agressées selon son même rapport sont les gays et les trans. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser au-delà de notre cercle proche, et c'est pour ça qu'on a créé cette émission. Alors, écoutez Conflit de Canard, l'émission sans foi ni loi, un programme Yves Sound Studio. Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime et c'est contre nature. Hein. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas évidemment les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenres, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas, hein? Dédé! Ah, ça m'a rajeuni! Oh là là, c'est la décadence. Hein. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui se nomme Conflit de Canard, l'émission sans foi ni loi, et qui vous est proposée par Yves Sound Studio. Cette émission, c'est quoi? C'est une émission mensuelle pour cette saison 2023-2024, une émission sociétale qui s'intéresse à l'histoire et aux droits des personnes LGBTQIA+. On va parler des événements importants, des personnalités LGBTQIA+, qui ont marqué l'histoire, de culture. On vous proposera des films, des séries, des livres, des jeux vidéo, etc. Et nous recevrons chaque mois un ou une invitée en lien avec la thématique de l'émission. Pourquoi ce nom Conflit de Canard? Un canard, c'est une volaille, évidemment. Mais c'est aussi le petit surnom qu'on peut donner à un journal. Un conflit, parce que les sujets que nous allons aborder sont des sujets qui portent à débat dans la société, surtout à notre époque. L'idée n'est évidemment pas de se taper dessus, mais d'arriver à faire comprendre qu'on peut tous et toutes exister et vivre ensemble avec nos différences, dans le respect et la tolérance. Et pour ça, nous devons lutter contre toute forme de discrimination. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sommes-nous? Présentons-nous. C'est notre première. Nous sommes plusieurs autour de la table du studio radio. Je suis Mario, votre hôte, non-binaire, gay. Mes pronoms sont il, elle, yel. Vous m'appelez comme vous voulez, hein, parce que je m'en fous. À ma droite se trouve Clara. Bonjour Clara, comment vas-tu? Qui es-tu? Salut, ça va, merci. Donc moi je suis Clara, je suis non-binaire et bi. Mes pronoms sont elle et il. J'aime énormément la lecture, la littérature queer et la mettre en avant. C'est des choses que je fais de mon côté via les réseaux sociaux beaucoup aussi, et je suis danseuse et circassienne en plus de tout ça. Et à ma droite se trouve Lilith Mika. Et oui, moi c'est Lilith Queer, Mika dans le civil. Mes pronoms sont il ou yel, avec accord masculin ou neutre. Je suis une personne intersexe, trans et autiste. J'aime le drag, militer pour les droits humains, les animaux, l'art, et survivre au sein de cette société capitaliste qui nous gâche la vie. En face de moi, il y a Eden. Hello tout le monde, moi c'est Eden. Alors mes pronoms sont elle et yel, de préférence elle. Voilà, donc j'aime l'art, la lecture, le jeu vidéo, mais surtout la musique. Et en régie, de l'autre côté de la vitre, il y a Guillaume, on lui fait un coucou. Et coucou tout le monde, donc moi c'est Guillaume en effet, mes pronoms sont il, lui. Je suis le responsable de l'association Yves Sound Studio.
et donc qui produit l'émission. Et déjà, je voudrais vous remercier et vous féliciter, vous, autour de la table, pour l'existence de cette émission. C'est un projet qui a déjà quelques mois, quelques semaines. On bosse dessus depuis un certain temps maintenant. Et elle existe, ça y est, c'est fait. Et elle est importante, elle a du sens, c'est un projet humain. Et j'espère que ces quelques mois qu'on va encore passer ensemble dans les prochaines émissions vous plairont déjà et permettront de changer le regard des gens qui ont une haine envers la communauté LGBTQIA+. Et j'espère aussi qu'on aura un peu plus d'alliés au passage. Voilà, Mario, c'est à toi. Pour cette première émission, on a pour invité Jérôme Lapara. Jérôme vient de terminer son mandat de président à l'association Pride Toulouse. On parlera culture avec des œuvres qu'on vous recommande. On fera un focus sur Marsha P. Johnson, une femme très inspirante. On fera un point sur le pinkwashing. Mais pour commencer cette émission, on a choisi de vous parler des marches des fiertés, de faire un petit point d'histoire jusqu'à aujourd'hui en 2023. Alors, d'où vient la marche des fiertés ? La marche des fiertés, c'est un rassemblement revendicatif et commémoratif, mais il faut remonter jusqu'à 1969 et aux émeutes de Stonewall pour en comprendre la source et l'importance. Le Stonewall Inn était un bar au quartier de Greenwich Village à New York, mais c'est quoi son histoire en fait ? Le Stonewall Inn, c'était un bar new-yorkais LGBTQ+, tenu par la mafia. Il était illégal mais toléré grâce à des pots de vin offerts par les patrons à la police. Le contexte, il était très anxiogène quand même pour les minorités qui étaient fortement discriminées. Les personnes que l'on pensait homosexuelles étaient fichées. Certains emplois leur sont interdits. Il leur est difficile de se rassembler car les bars ne sont pas autorisés à les servir. Et 2 personnes de même sexe qui dansent ensemble à l'époque pouvaient être arrêtées. À l'époque, à la télé américaine, on a même entendu un psy dire « The homosexual has somehow or other become fixed or limited in his development at the immature level of psychological growth. » L'homosexuel est, en quelque sorte, resté bloqué à un niveau immature de sa croissance psychologique. J'imagine que les pots de vin n'ont pas servi à grand-chose. L'entente entre la mafia et la police n'a pas tenu. Que s'est-il passé ? La tolérance n'était que de façade. L'année 1969 est une année électorale dans la ville de New York. Le maire sortant se représente, avait besoin d'affirmer son autorité pour rester en place. Il a donc lancé une politique de répression envers les minorités, avec le prétexte de lutter contre les gangs et la mafia. Dans la nuit du 27 au 28 juin, la police se pointe pour une énième descente au Stonewall Inn. Mais la foule sur place, estimée à 2000 personnes tout de même, rejette l'oppression des 400 policiers. La situation dégénère. La colère gronde. Les violents affrontements se poursuivent les 3 nuits suivantes. C'est inédit. Pour la première fois, les LGBTQIAP+, et leurs alliés s'organisent et se rebellent, ensemble contre les discriminations dont elles sont victimes. Très rapidement, les habitants du quartier de Greenwich s'organisent en groupes militants, mettent en place des lieux, des safe places, où les gays, les lesbiennes et les personnes trans peuvent se retrouver sans avoir la peur d'être arrêtés. Tout à fait. Après les émeutes de Stonewall, les LGBTQIA+ de New York se sont rassemblés pour dépasser les différences de genre, de génération et de classe, afin de former une communauté unie et soudée. En l'espace de 6 mois, 2 organisations militantes de soutien aux homosexuels sont créées à New York pour mener des manifestations et des actions de sensibilisation. Le GLF, Gay Liberation Front, et le GAA, Gay Activist Alliance, merci l'accent. En quelques années, des organisations de défense des droits des personnes homosexuelles et lesbiennes font leur apparition aux États-Unis et dans le monde. Le 28 juin 1970, les premières marches des fiertés ont lieu à Los Angeles et à New York, pour marquer l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Il faudra attendre 1977 pour voir, en France, la première marche des fiertés à Paris, et 1994 pour sa première édition à Toulouse. Nous sommes en 2023. Depuis quelques décennies, nous avons eu quelques avancées sur les droits des personnes LGBTQIA+. Lesquelles sont-elles ? Effectivement, en 1990, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ne considère plus l'homosexualité comme étant une maladie. En 1999, en France, les personnes de même sexe peuvent s'unir via le pacte civil de solidarité, le PACS. En 2001,
les Pays-Bas deviennent le premier pays du monde à légaliser le mariage entre personnes de même sexe. Et c'est en 2013 que la France fait de même pour le mariage et légalise au passage l'adoption pour les couples de personnes de même sexe, après de massives manifestations pour et contre le mariage pour tous. En 2019, il faudra bien attendre jusque-là, l'OMS annonce enfin que la transidentité n'est plus une maladie mentale. En 2021, la France ouvre les droits à la procréation médicalement assistée, la PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules. La même année, la France autorise le don du sang aux personnes gays. Mais aujourd'hui, en 2023, tout n'est toujours pas rose pour autant. Beaucoup de sociétés se saisissent des mouvements LGBTQIA+, pour faire du pinkwashing et se donner une belle conscience. Clara, peux-tu nous en parler ? Bien sûr. Le pinkwashing, c'est une pratique marketing à laquelle les entreprises vont avoir recours pour donner l'illusion d'avoir des engagements pro-LGBTQIA+, bien que derrière il n'y ait pas de réelles actions. Les actions de pinkwashing ont très souvent lieu pendant le mois de juin et ont une fâcheuse tendance à radicalement s'arrêter dès le 1er juillet. Si cela permet peut-être de mettre un petit peu en avant la communauté et que ça peut effectivement être plaisant de voir des arcs-en-ciel un petit peu partout, on se sent un peu vu, ça peut procurer un petit plaisir. Ça n'en reste pas moins une pratique marketing qui n'est pas du tout innocente. Le mot pinkwashing, il a d'abord été vu sur l'internet israélien. Ça a commencé à petit être utilisé par les journalistes pour justement dénoncer l'État d'Israël qui se la joue très défenseur et très pro-LGBTQIA+. Mais derrière, en fait, c'est pas aussi rêveur que ça puisse le laisser penser. Le pinkwashing, c'est extrêmement récurrent, c'est très courant. Je pense qu'au mois de juin, on voit toutes les entreprises parler de ça. Aux États-Unis, c'est hyper courant. Alors chaque année, la chaîne de magasins Target aux États-Unis lance une collection pour la Pride avec des vêtements, de la vaisselle, plein de petits objets, de choses pas très utiles, soyons honnêtes. Même si certaines oui, mais pour beaucoup non. Cette année, dans la collection adulte, un maillot de bain 2 pièces, composé donc d'une brassière et d'une culotte un peu large, donc d'un shorty, a été proposé. Donc c'est un maillot de bain noir très basique avec simplement des petites bandes arc-en-ciel. Sur les étiquettes, pour la brassière, il est écrit qu'elle a un effet légèrement aplatissant et qui peut donc être bien pour les personnes transgenres qui se baignent de la poitrine. Et sur le bas, il est écrit qu'il y a une couvrance assez large et qui peut donc être bien pour les personnes qui font du tucking. Évidemment, ça n'a pas plu aux conservateurs américains qui se sont emparés de la chose, principalement sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, en clamant que Target distribue une notice avec ses maillots de bain pour expliquer aux enfants comment faire du tucking et se bind, ce qui est faux. Ça n'a jamais été écrit dessus et surtout c'est un maillot de bain de la collection adulte. Mais l'idée était encore une fois de propager ce stéréotype par les conservateurs que les LGBTQIA+, veulent endoctriner les enfants alors que ça n'a pas de rapport. Peut-être expliquer à nos auditeurs ce que c'est le tucking et le binding. Oui. Le binding, ça consiste à s'aplatir la poitrine ou la cacher pour donner un torse plat en fait. Et le tucking, ça va aussi permettre de masquer l'apparence du pénis dans les vêtements. Donc notamment avec du scotch, entre autres. Mais là où du coup le pinkwashing va rentrer en œuvre ici, c'est que la marque Target a laissé cette grosse vague de haine et de désinformation se passer, n'a pas non plus défendu les créateurs et créatrices avec qui ils ont pu travailler et qui étaient donc queer. En fait, la marque n'a fait aucune action pour défendre ses engagements, qui sont donc clairement plus marketing qu'un réel engagement envers les personnes LGBTQIA+.
Et toujours aux États-Unis, cette année, en avril, la marque de bière Bud Light a donc fait une collaboration avec la créatrice et comédienne Dylan Mulvaney, donc qui s'est fait beaucoup connaître sur TikTok puisqu'elle a beaucoup documenté sa transition, puisque c'est une femme transgenre, donc dans sa série qu'elle appelle Days of Being a Girl, et donc tous les jours elle parle de son expérience en tant que femme transgenre et de nouvelles choses qui lui arrivent petit à petit. Pour fêter le 365e jour de cette série, la marque a donc fait un partenariat avec elle en lui envoyant une canette de bière à son effigie, et elle a réalisé une petite vidéo sur la plateforme pour faire de la publicité à la marque et aussi célébrer la chose, tout ça. Donc ça n'a pas plu dans le milieu conservateur américain, et la Dylan Mulvaney a subi une énorme vague de haine. Donc évidemment c'est une jeune femme qui était publique sur les réseaux sociaux, qui est comédienne, tout ça. Donc elle subissait déjà du harcèlement transphobe, mais celui-ci était bien plus violent que tout ce qu'elle avait pu subir jusqu'à maintenant. Beaucoup de conservateurs ont appelé au boycott de la marque, ce qui est assez intéressant puisque pour faire ça, ils ont acheté des bières de la marque. Ce n'est pas réellement ma définition du boycott personnellement, mais peut-être ai-je tort, je ne sais pas. En plus de donner une visibilité beaucoup plus grosse à la marque et démentielle pour au lieu, alors qu'ils veulent tout simplement dénoncer Bud, au contraire, ils leur donnent une grosse plateforme. Exactement. Donc ce qui est complètement contre-productif de la part des conservateurs. On va pas s'en plaindre non plus. Non, tout à fait. Pouvons-nous réellement nous attendre à mieux, cependant? Et encore une fois, semblable à Target, la marque n'a absolument pas soutenu Dylan Mulvaney, qui s'est clairement retrouvée à l'abattoir. Elle a d'ailleurs déploré ça le 29 juin dans une petite vidéo où elle parlait de forcément son absence sur les réseaux sociaux, tout ça, et qu'elle trouvait ça très déplorable et de la part de la marque de ne pas du tout l'avoir soutenue et d'avoir complètement fait silence radio, puisque en fait ça laisse totalement la place à ce harcèlement-là et à cette haine-là, de ne pas la dénoncer, de ne pas adresser la chose. Et elle trouve d'ailleurs pire de travailler avec des personnes queer, spécifiquement transgenres, et derrière de ne pas les soutenir dans ce genre de situation, que de ne pas du tout travailler avec. Alors elle disait que bien sûr elle avait travaillé avec des marques qui étaient beaucoup plus chouettes, beaucoup plus de soutien, mais elle déplorait énormément ça. Et encore une fois, c'est plus une tentative de Bud Light de faire un peu du buzz via elle, parce qu'elle a une grosse plateforme, qu'elle a des millions d'abonnés dessus, mais derrière le harcèlement qu'elle a subi, qui était monstrueux, il n'y a eu aucun soutien de la part de la marque. Merci Clara. Salut Jérôme. Bonjour. Jusqu'il y a peu, tu as été à la tête de l'assaut Pride Toulouse, mais avant de commencer l'interview, peux-tu nous dire les pronoms que tu utilises? Moi, en général, on me dit il, voilà, mais après, si on me dit elle, j'en ai rien à faire. Ouais, comme moi, quoi. Voilà. Je suis moi. Ça arrive de gens me disent, elle est folle. Ben ouais, voilà. Et c'est vrai, je suis folle. Mais voilà, non, j'en ai rien à faire. Voilà. Peu importe le regard des autres, en fait, et surtout leur pensée, ça m'est complètement égal. Et je suis ce que je suis, et je sais ce que je suis. Voilà. Donc. Peux-tu te présenter? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton parcours? Voilà, je suis pas tout jeune. Hein. Je vais être bientôt je finis la cinquantaine. Donc, je viens donc d'un milieu rural, d'une famille d'ouvriers et de commerçants. Après, j'ai deux frères, donc je suis le dernier de la famille, d'une famille de rugby, mais une famille ouverte d'esprit. Et du moins, je croyais pas quand j'étais ado. Mais en fait, après, avec le recul, je m'en suis aperçu, avec d'une famille matriarcale, parce que tous les hommes sont morts jeunes de ma famille, et donc c'est une famille qui est tenue par des femmes avec des sacrés caractères, et qui en fait m'ont fait découvrir beaucoup de choses, tant au niveau artistique, tant au niveau aussi du respect, de la tolérance et du partage.
Et ça, c'est important aussi de rester humble aussi. Et après, voilà, donc je voulais faire, quand j'étais ado, métier dans la couture, mais c'était pas accessible pour les hommes. Donc je me suis orienté sur autre chose qui ne me plaisait pas. Et après, j'ai fait donc de l'animation, j'étais en formation d'éducateur, et puis à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire du théâtre dans mon lycée, et ça m'a plu. Et donc j'ai intégré une compagnie amateur, et de ce fait, après, on a créé une compagnie professionnelle, et je suis donc maintenant comédien et metteur en scène et drague. Voilà. En fait, moi, je me disais trave, mais maintenant c'est le nouveau mot, donc je suis drag queen. Et puis voilà. Après mon parcours en tant que militant dans les années, donc quand le SIDA est arrivé, j'ai voulu intégrer une association. Je vais pas la nommer parce qu'elle existe toujours, mais une association qui est un peu bien intégrée sur le territoire, et en fait qui était composée que de toubib et du corps médical. Et quand je suis arrivé, j'étais tout jeune, et on m'a mis un peu à l'écart. Voilà. Donc après, j'ai intégré des associations LGBT à l'époque, même pas LG, lesbiens et gays, et puis voilà, et puis fil en aiguille, j'ai commencé après à intégrer des CA, puis voilà, après d'être dans le milieu rural, parce que c'était important pour moi de défendre le milieu rural. Et puis après, sur Toulouse, c'était aussi important qu'il y ait la parole du milieu rural dans des associations, notamment qui gèrent des collectifs. En tant qu'homosexuel, quel impact la société, les avancées de celle-ci, les reculs également, ont-ils eu sur ta vie ? Mais je ne t'ai jamais dit que j'étais homosexuel. En fait, je suis en ce moment, maintenant, je suis homosexuel, mais il se peut, bon, ça m'étonnerait quand même, mais il se peut que je rencontre, pourquoi pas une femme ou une personne transgenre, et que je tombe, voilà. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est ce qu'est la personne, ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage. Après, c'est vrai que je suis plus attiré vers comment dire, une physiologie spécifique pour l'instant, mais je peux, oui. Et après, je me rappelle plus ta question. Du coup, je vais reformuler. En tant que personne LGBT, quel impact la société, les avancées, les reculs de celle-ci ont-ils eu sur ta vie ? La peur, l'appréhension au début. Après, ça m'a permis aussi de m'affirmer, de vouloir défendre des choses, de dire des choses, mais je reste prudent quand même, toujours. C'est-à-dire que je fais attention. Je pourrais pas encore me promener la main à la rue avec la personne que j'aime, mais je suis toujours vigilant, j'ai toujours un regard je suspecte toujours des gens. Mais ça vient du vécu, parce que j'ai vécu à l'époque où c'était interdit, donc je me cachais, et puis c'était répréhensible en plus, mais en milieu rural. Donc voilà, il y avait un cumul de beaucoup de choses, mais c'est vrai que des avancées, je suis content des avancées, mais peut-être elles vont trop vite, parce que cette haine, cette peur qui se transforme en cette haine, souvent les gens, comme ça va trop vite, vous vous rendez compte, en 10 ans, toutes les avancées qu'il y a eu, et peut-être qu'en fait on n'est pas assez pédagogue dans le milieu LGBT. On est peut-être trop revendicatif, on veut défendre nos droits, et ça tant mieux, mais peut-être il faudrait qu'on pense à avoir plus de pédagogie. Alors il y a des expos qui existent, qui sensibilisent les gens, il y a des associations qui le font aussi, qui le font très bien, mais peut-être que ce soit toutes les associations LGBT qui puissent sensibiliser de leur côté, et puis tous les membres, sans faire partie d'une association, qui puissent en parler autour d'eux et sensibiliser les gens, la population lambda. Et là, peut-être il y aura moins de peur, il y aura moins de haine. Je me permets de poser une question, mais comment, dans ce cas, tu imagines cette nouvelle pédagogie ? Parce que ça serait d'intérêt général, mais comment est-ce que dans la société, comment là-haut, on peut mettre ça en place ?
Quand tu parles de là-haut, c'est au niveau des dirigeants? Ouais. Après, je pense que dans le milieu politique, il y en a beaucoup. Mais donc, après, je pense que pour eux, après, ils font gaffe à leur électorat, hein, surtout. Donc, s'ils faisaient pas gaffe à leur électorat, peut-être que ça irait plus, ça serait plus libre. Et après, il y a la pression aussi des autres pays, parce qu'on en parle, l'air de rien, on est alliés avec des pays qui ont été nommés là et qui font des pressions. Après, il y a j'en parle de lobby LGBT, mais c'est du n'importe quoi, alors que c'est plutôt les autres lobbies qui sont homophobes et transphobes. Et faire quoi? J'aimerais bien avoir la solution, hein, parce que j'aimerais bien la diffuser, mais je l'ai pas encore, mais j'espère que les nouvelles générations l'auront. Ça va. Alors, c'est tu vois, Taubira pourtant qui est hétéro, hein, elle a bien réussi à faire les choses et elle nous a bien aidé à avancer concernant le mariage. Et puis c'est pas la seule, je l'ai nommée comme ça parce que c'est celle qui me vient, mais il y a des gens, oui, qui sont ouverts d'esprit et qui sont et même certains qui ont en plus des valeurs religieuses et qui arrivent à ouvrir leur esprit en mettant de côté ce qui est du privé, leurs valeurs religieuses. Alors moi je trouve très intéressant le fait que on fait pas partie de la même génération. Ah bon? Voilà, moi personnellement j'ai 20 ans et en fait j'ai quand même les mêmes problématiques et pourtant je n'ai pas autant de vécu que vous. Par exemple, quand vous disiez tout à l'heure que vous avez peur de vous balader main dans la rue, de toujours faire attention, de guetter à droite, à gauche. J'aurais pensé en fait bêtement que quand on a une certaine expérience de la vie, qu'on se lâche peut-être un peu plus. Et en fait, la société fait que on reste quand même un peu étriqué dans ce sens-là, quoi. Bah après, je suis peut-être aussi un peu parano, hein, c'est-à-dire que je vois le mal partout dans la société. Mais après, je me dis, quand on voit des gens qui, notamment cette année à la Marche des Fiertés, un couple de lesbiennes qui s'est fait agresser parce qu'elles avaient le drapeau arc-en-ciel en cape. C'est pas parce qu'on porte un drapeau en plus qu'on revend, c'est-à-dire qu'on vient en soutien d'une communauté, bien que j'aime pas le terme communauté, je parlerai plutôt de population LGBT. Et voilà, donc des gens qui agressent parce qu'on a un truc arc-en-ciel qui est d'abord avant tout aussi, c'est aussi le symbole de la paix là, l'arc-en-ciel, mais voilà, après, oui, je suis vigilant, parce qu'il y a des, on peut dire cons, hein. Il y a des cons partout, hein. C'est dans le dictionnaire, hein. Et donc, il y a des cons partout, et puis en même temps, comme on est dans une société où on appauvrit la culture des gens, donc le savoir des gens, donc quand c'est pour mieux diriger aussi la société et la population, donc automatiquement, il y a de plus en plus de personnes qui ont aucune référence historique ou qui sont simples, pas simples d'esprit, mais qui sont pauvres d'esprit. Et en fait, c'est vrai que l'histoire revient en boucle. Si on prend par exemple la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a rien à voir avec les LGBT, bien qu'il y a eu des déportés, mais quand on voit la situation économique actuelle et quand on lit des journaux de 36, on s'aperçoit que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a pareil, il y a la peur, il y a du racisme qui apparaît, il y a toutes ces choses-là qui reviennent. Et c'est pas parce qu'on a les droits ne sont jamais acquis. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive au gouvernement et qui change tout. Et donc c'est pour ça, cette crainte que j'ai, parce que l'histoire nous a montré qu'il peut y avoir un retour en arrière et la peur, on l'a toujours. Moi, j'ai des copains quand même qui sont morts. La peur de la maladie par rapport au VIH, et après la peur des agressions. Même si on a des droits, il faut toujours être vigilant. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu aux États-Unis avec le recul des lois en faveur des trans, qui maintenant sont des lois anti-trans dans énormément
d'État et aussi le droit à l'avortement aussi. Oui, exactement. Oui, et puis même en France et en Europe, les thérapies de conversion. Quand on voit quand même que au niveau de notre pays, au niveau des thérapies de conversion, le LR, le parti s'est abstenu au niveau de la Commission européenne, s'est abstenu, et donc quand on s'abstient, c'est-à-dire qu'en gros on n'est pas pour. Voilà. Donc c'est grave. Et puis tout c'est en même temps, souvent ce qui arrive aux États-Unis, ça arrive ici. Alors on a beau être un pays liberté d'expression, les droits humains, tout ça, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Alors qu'on puisse, on a une liberté d'expression, et cette émission en est la preuve. Il y a une liberté aussi au niveau France Télévisions avec Drag Race. Depuis 2 ans, c'est énorme ce qu'ils font. Et et puis dans les discours qu'il y a dans cette émission-là, en plus, ça parle de tout. Mais après, il y en a, comme ça fait peur, on comprend pas c'est quoi cette chose-là, qui se maquille, voilà. Voilà. Après, faut vivre ensemble, hein. Mais faut pas provoquer non plus, faut faire attention voilà. Mais après, la provocation, moi j'aime bien, hein, mais je sais que peut-être que j'ai peur de la faire, moi, la provocation. De peur de est-ce que j'aurai assez la force de résister à l'agression que je peux avoir après une provocation. Je ne sais pas. C'est plus une force mentale parce que, enfin, quand je mets un crop top ou que je mets une chemise transparente, je vais pas dire que je suis provoquant, je vais dire que je suis moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'être moi-même parce que j'ai pas envie mentalement, j'ai pas la force d'affronter les regards moqueurs, les regards mesquins, les insultes de personnes que je ne connais pas. Et insulter ou se moquer d'une personne parce qu'elle ne vit pas selon l'agresseur ou le harceleur ou tout autre mot l'entend, je sais plus où je voulais en venir. Mais tu parles à un moment donné d'agression. Après, je pense que la génération, ta génération ou la génération de ceux qui sont autour de cette table sont moins armés que nous on l'a été. Moins armés dans le sens où moi j'ai subi le harcèlement à l'école. J'ai subi de l'homophobie à l'école, mais comme j'osais pas le dire, j'osais pas l'affirmer, donc je gardais tout intérieurement. Ça te bouffe la vie. Le suicide des ados, il y en a eu beaucoup pour les questions d'identité de genre. Après, je me suis armé. Après, on me traitait de pédé, tout ça. J'avais rien à faire. Je disais, et alors? Ça dépend si j'étais costaud, je disais pas et alors, parce que j'avais peur de m'en prendre une. Mais après, voilà, je subissais. C'est vrai que maintenant, dès que propos, c'est vrai qu'il faut pas laisser faire. C'est sûr qu'il faut pas laisser faire. Mais des fois, moi, en fait, ça me passe à côté. Alors c'est vrai que ça peut être lourd de recevoir toujours des insultes, toujours. Mais ça dépend des personnes, ça dépend Et puis ça dépend des jours aussi, parce qu'il y a des jours où on se sent d'affronter cette homophobie ou cette LGBT-phobie de face. Il y a des jours où on n'a pas la force mentale parce que on est fatigué, parce que on n'est pas dans une bonne énergie psychologique donc. Et puis pourquoi aussi affronter ce que l'on est, affronter les gens qui critiquent ce que l'on est. C'est ça. On est dans une société libre quand même, donc on a le droit d'être qui on veut. Après, quand tu parles des croc-top, c'est ça. Crop top. Ouais, crop-top. Alors toi, tu peux en porter parce que t'es jeune et t'es bien gaulé, mais voilà. Moi, je pense que si je fais ça, ça serait vraiment de la provoque. Quelles sont les actions de Pride Toulouse? Alors les actions de Pride Toulouse, l'objectif principal, c'est l'organisation de la marche des fiertés et du village associatif. Et après, Pride Toulouse, en fait, c'est aussi sensibiliser les gens par le biais de la saison de diversité contre l'homophobie, la transphobie et toutes les formes de discrimination envers la population LGBTI+. Est-ce que tu as d'autres engagements associatifs ou politiques hormis Pride Toulouse?
Je gère une compagnie de théâtre qui est associative. Je gère une école de théâtre qui est associative. 3 compagnies de comédiens handicapés, pluriel. Oui, c'est déjà pas mal. C'est assez consistant, en effet. Effectivement, c'est déjà pas mal. Oui, après le milieu associatif, moi j'ai toujours travaillé dans le milieu associatif, donc puisque même quand j'étais entre guillemets travailleur social, c'était dans le milieu associatif aussi. Que représente en fait la marche des fiertés pour toi? Eh bien, en fait, pour moi, là je parle pas au nom de Pride parce que de toute façon j'ai plus la légitimité puisque je suis plus président de Pride, mais pour moi la marche c'est un moment qui permet la visibilité des invisibles. Et c'est-à-dire qu'il y a des grosses associations, il y a des médiatisations de mouvements LGBT, mais il y a les oubliés aussi du monde LGBT, et ça leur permet vraiment d'avoir une visibilité, d'avoir une possibilité d'être repérés par la population lambda et de pouvoir aussi s'exprimer ce jour-là, et ça c'est très important. La Pride 2023 à Paris, elle s'est déroulée sans aucun char pour des questions écologiques. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour ce qui est écologique, c'est bien. Mais en fait, dommage regrettable, mais aussi, si on reprend l'histoire des marches revendicatives, c'était des manifestations. Il n'y avait pas de falbala, de chars, de choses comme ça, ou comme certains disent le carnaval, quoi. Mais c'était, t'avais la Techno Pride avant aussi qui faisait. Mais oui, après c'est moins visible. C'est moins visible. Et après c'est moins commercial aussi peut-être. Mais je sais pas, j'ai pas de, on va y venir hein, parce que c'est vrai que ça pollue hein, mais ça pollue moins que les allers-retours en jet privé de notre président de Bolloré ou de notre président pour aller à Dubaï pour la Coupe du Monde, c'était ouais, ça c'est en plus c'est comment dire, l'annonce officielle qu'ils ont dit, parce qu'après ça a été, il y avait eu un autre prétexte aussi qu'ils avaient dit, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Aussi, je crois. Oui, il y avait ça. Puis même tout l'aspect logistique d'une Pride au niveau des chars, de l'agencement, du après, plan. je pense que oui, pour eux, ça a été plus facile d'organiser la Pride oui. avec ça, parce que c'est très lourd avec les camions et les. Oui. Oui. Après, on en parle aussi parce que là, du coup, pour la première Pride à Paris verte, on va dire, la première n'a pas été un échec, mais comment dire, disons que pour une première, il y a eu des erreurs qui du coup seront certainement arrangées pour l'année suivante. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été assez décrié. Pourquoi maintenant ? Pourquoi une telle organisation alors que techniquement c'est censé être plus simple de gérer une Pride sans char. Au niveau sécurité. Hein. Et au niveau sécurité, ouais. Au niveau sécurité, c'est beaucoup plus simple. Ouais, plus simple. C'est déjà compliqué, mais c'est beaucoup plus simple. Ouais, s'il y a des normes, c'est terrible. On est obligé de faire passer les chiens contre les bombes, les appareils, les trucs comme ça. C'est très parce qu'on est soumis aussi. On est une cible. Hein. On est une cible et puis on est soumis à Vigipirate renforcé. Ouais. On voit de plus en plus de marches des fiertés qui sortent des grandes villes, qui s'organisent dans les banlieues et dans la ruralité. Qu'en penses-tu ? Ça c'est bien, notamment Saint-Denis, celle de Saint-Denis dans les banlieues ça fait un moment maintenant. Et ça serait bien qu'on puisse faire une Pride à Toulouse qui parte du Mirail. Pourquoi pas ? Mais après, dans le milieu rural, c'est très bien que chaque ville... Il y a eu une médiatisation par rapport à une Pride en Bretagne, dans le milieu rural. Je disais la première marche rurale, non, c'est faux. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu notamment dans le Lot. Il y en a eu il y a 4-5 ans dans un petit village de 300 habitants où il y a eu un char adulte et un char enfant. Et c'était super, mais non, c'est génial qu'il y ait ça. Après, c'est vrai que la marche de Toulouse, c'est une marche qui représente en fait la région, qui représente la région Midi-Pyrénées. Normalement, c'est la première marche d'Occitanie. Qui représente aussi tous les départements, toutes les associations de la région. Moi, je trouve ça super.
C'était super. Et puis tant mieux, ça montre qu'il y a une recrudescence des bénévoles, du mouvement militant, et on ne peut que les soutenir. Peut-être qu'en plus, on ne les a pas assez soutenus. Oui. Déjà. Ça montre aussi que la communauté LGBT n'est pas que dans les grandes villes. C'est aussi dans les ruralités et la communauté LGBT, voilà, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Mais et que aussi les personnes LGBT dans les ruralités peuvent affronter d'autres problèmes que les personnes qui sont dans les grandes villes. Oui, puis en même temps, les villes sont constituées des ruraux, hein, en fait, notamment Toulouse, parce que c'est aussi une ville universitaire. Donc, on pense que dans les grandes villes, on peut être plus anonyme, on peut le vivre plus librement. On vient se réfugier dans les villes pour pouvoir vivre sa sexualité ou son identité de genre. Et moi, j'y crois pas tellement à ça. Parce qu'il y a une ouverture d'esprit quand même dans le milieu rural. Moi, je vois quand je fais le drag en milieu rural, je suis beaucoup plus... pas accepté, mais les gens le public est génial. J'ai jamais eu de remarques, alors que des fois dans des villes, je peux sentir une certaine réticence du public, mais en milieu rural, hier j'étais dans un village de 300 habitants et il y avait 450 personnes dans le public. Donc ils venaient des autres villages aux alentours. J'ai pas eu Alors j'ai des gens qui jouent qui envoient des pics pour voir comment je vais réagir, mais après, puis il y a toujours eu des personnes LGBT dans le milieu rural. Moi, je viens du milieu rural et j'ai pas du tout la même expérience que toi. Moi, j'ai été obligée de partir pour être acceptée, parce que là-bas, on m'accepterait pas. Après, mes parents sont très connus là-bas dans le village où je suis, mais c'est vrai que moi, je me suis sentie obligée de partir. Quand je l'ai su, à 18 ans, je suis partie. Alors peut-être pour les jeunes, peut-être pour les plus jeunes. Alors moi, quand je parle de la référence que je dis, l'acceptation, c'est souvent les couples établis qui ont... qui ont un certain âge, tout ça. Je pense que oui, peut-être la solitude, l'isolement en milieu rural doit être plus pesant pour la jeunesse que pour des gens de ma génération. Après, il y a quand même une visibilité, parce que les associations qui organisent ces marches-là organisent aussi des festivals et des rencontres culturelles, notamment je pense à Saint-Gaudens, avec l'association Accept. Après, il y a un festival aussi à Bressol qui s'appelle Satané Queer, qui est un petit village à côté de Montauban. Après, une ville à côté de Montauban. Après, il y a dans le Lot, à côté de Marmignac, Casal, Gendou. Gendou est connu pour son festival de cinéma. Mais donc là, il y a un festival qui s'appelle Genre de Festival, et qui donc aborde toutes les questions de genre et d'identité de genre, et aussi de LGBT, sur les LGBT, et qui a énormément de succès, il y a énormément de monde, ça se passe dans une bonne entente, il n'y a jamais de personnes qui viennent agresser, alors que dans des villes, des fois, il peut y avoir de l'agression par rapport à un événement qui est fait, un événement LGBT. Quand on voit par exemple que le Festival Diam, les affiches ont été taguées avec des propos dessus, et c'était pas le mec qui passait, ça a été réfléchi, vu ce qu'il y avait écrit dessus. Et c'est une première fois quand même pour le Festival Diam. Clara a parlé juste avant du pinkwashing. Quel regard as-tu sur ça ? Oui, alors j'aime pas ces termes américains là. Après, il faut savoir quand même qu'il existe une association qui s'appelle l'Autre Cercle, qui travaille contre les discriminations déjà en milieu professionnel, avec des entreprises, avec des grosses entreprises qui font signer des chartes avec de comportements, et donc après il y en a de plus en plus. C'est une association qui travaille beaucoup dans le monde du travail. Après, il y en a toujours eu de l'utilisation, en fait, la mode, la première, avec mettre en avant, par exemple, je sais pas, Jean-Paul Gaultier, quand il mettre en avant sa sexualité, après plein de créateurs comme ça, même des artistes, des chanteurs qui mettaient en avant leur sexualité ou leur orientation de genre, mais parce que ça les mettait en marche, donc ça le faisait plus vendre aussi. Le pinkwashing existe aussi dans la communauté LGBT. Après, du moment
que derrière, il y a ce respect, il y a cette acceptation, il y a aussi des aides financières pour le milieu LGBT. Ça peut, voilà. Après, c'est vrai que ceux qui utilisent dans le mois des fiertés, ça c'est inadmissible. C'est à dénoncer. Bon, j'aurais bien aimé qu'on puisse, et puis peut-être cette année on pourra le faire, mais justement aller voir ces grosses sociétés, ces gros lobbying qui utilisent les LGBT pour faire promouvoir leur entreprise, de voir si en fait si on allait solliciter pour nous donner l'argent pour organiser la marche, est-ce qu'ils en donneraient? Voilà. Quel chemin reste-t-il à parcourir pour l'amélioration des droits et des conditions de vie des personnes LGBT? Oh là. Il y en a du boulot encore. Il y en a. La route est longue, c'est un vrai marathon. Pour poser les choses, déjà, c'est garder nos acquis, ne pas les remettre en question. Au même titre que l'avortement pour la gente féminine, parce qu'on le remet en cause. Dans d'autres pays, bien en France, il y en a qui recommencent à se poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, en fait, c'est être chaque fois vigilant de ce qui est établi et puis avancer. Puis après, on a aussi un devoir de mémoire qui nous permettra aussi de faire avancer, de permettre aux nouvelles générations d'aller s'informer sur ce qui s'est fait, parce qu'il y a des choses qu'on peut revendiquer, tout ça, mais qui ont... c'est long, je pense qu'il faut le faire intelligemment aussi, et toujours dans l'information, dans la pédagogie. Il y a les films, il y a le cinéma, il y a la culture. La culture est un bon moyen de faire avancer les choses, et alors, il y a beaucoup de choses à faire avancer. Alors, ça serait trop long à énumérer, mais puis chaque association aussi, chaque population a ses revendications spécifiques, et je ne vais pas en citer parce que j'aurais peur d'en oublier. Voilà. Comment aujourd'hui, du coup, l'État et les collectivités soutiennent les structures et les événements LGBTQIA+. Je vois où tu veux amener ta question. Alors, on est dans le... Je vais pas citer de collectivité. C'est ma langue de bois peut-être un peu, mais je peux pas. Faut pas que j'oublie. Je suis représentant d'association encore, donc voilà, j'ai aussi un devoir de réserve à avoir. Mais il est vrai que des fois on comprend pas tout ce qui est fait pour le milieu associatif LGBT, et après des réactions qu'ils peuvent avoir sur des événements interdits. Pour le gouvernement actuel, alors je ne suis pas du tout macroniste, loin de là, mais c'est vrai quand même il y a beaucoup de choses que le gouvernement a mis en place pour, notamment autour, en ce moment c'est autour du harcèlement, autour ils mettent des moyens en place. On a eu la chance de rencontrer Madame Rome l'année dernière, qui était venue, ministre de la lutte contre les inégalités, tout ça, et qui a été en plus qui est vraiment une femme, c'est incroyable quoi. Elle était magistrate à 23 ans ou 25 ans, donc elle est très à l'écoute, elle a compris, elle soutient, elle est très très facile d'accès pour la contacter. Voilà, il y a des choses qui sont faites. Il y a des opposants aussi qui ralentissent les choses, et après on va arriver bientôt d'ici un an en période électorale, donc on verra si c'est maintenu ou pas. Si tu étais au gouvernement, quelles seraient les mesures que tu prendrais concernant les luttes pour les minorités discriminées? Alors déjà, je ne veux pas y aller. Hein, et déjà, je pense que je n'ai pas les compétences en plus. Leur bordel. Voilà, donc je reste avec leur merde, parce que quand tu vois, ils arrivent bruns, un moment après, ils ont les cheveux tout gris. Moi, j'ai déjà tout gris, donc je ne veux pas les perdre. Et c'est pas évident ta question. J'essaierai d'aller dans des milieux, dans des lieux où on ne va pas, parce que souvent on fait des interventions dans des lieux où on est déjà avec un public acquis, et peut-être après alors j'ai employé une expression macho et hétéro, il faut avoir des couilles quoi en fait pour aller dans ces lieux-là. Il faut oser affronter, et peut-être qu'on n'est pas
que le milieu LGBT à l'heure actuelle est peut-être pas assez rentre dedans, ose pas faire. On est dans le confort, on milite dans le confort par rapport à d'autres pays où on a ce qu'on disait tout à l'heure entre nous en aparté, on a la chance d'être né en France, de vivre en France, et dans d'autres pays, moi j'ai rencontré des associations tunisiennes qui faisaient un festival LGBT à côté de la caserne de Tunis, la caserne militaire. Je me suis dit, mais waouh, le courage qu'il faut avoir. Je les ai rencontrés dans un garage où en fait les flics savaient qu'on était là, ils savaient qui j'étais en plus, et donc c'était courageux, mais c'était flippant. Voilà, je sais pas si en fait il y en a dans la communauté qui auront le courage de faire ça, mais voilà, on est dans un confort de lutte. Alors peut-être essayer de sortir de ce confort-là et aller dans des quartiers, aller dans des pas forcément dans des quartiers comme le Mirail, parce que souvent on les catégorise par rapport à une population bien déterminée, mais après c'est aussi les sorties d'église, c'est aussi aller faire des rencontres avec des gens dans des quartiers résidentiels, parce qu'il y a de l'homophobie là aussi, voilà. Pour terminer l'interview, depuis 2022, l'art du drag est arrivé à la télévision en France, et depuis beaucoup d'années, c'est un phénomène d'ampleur. Quel est ton avis ? Ça a toujours existé. Il y a eu Coccinelle, il y a eu Bambi, il y a eu plein de gens il y a très longtemps qui ont défendu ça. Bambi et Coccinelle, que j'ai eu la chance de rencontrer moi juste avant qu'elle ne meure, qui était une personne formidable et pleine d'amour et d'humour. Et après, que France Télévisions fasse des émissions sur les drags, c'est génial avec le contenu qu'elles font. Et en même temps, alors ça peut aussi faire monter une forme de haine. C'est toujours ça, c'est-à-dire quand on en fait trop d'un coup, souvent il peut y avoir cette peur dont on parlait tout à l'heure qui en fait se transforme en haine. Mais par contre, moi je trouve ça très très bien, Drag Race, et que ça continue, et que France Télévisions, donc c'est un service d'État quand même. Donc c'est bien, ça montre aussi, ça répond aussi à la question de tout à l'heure par rapport à la visibilité. Ça donne une visibilité parce qu'on parle de tout, des VIH, de tout. Il faut le notifier quand même. La saison 2 de Drag Race France a été la plus regardée au monde, avec les plus grosses statistiques. Donc ça donne aussi un rayonnement international. Oui, puis aussi c'est une image de la mode en France, parce que quand on voit les modèles, les fringues qu'il y a, c'est magnifique, ça a plein de références. Bon, après même la saison 1, parce que Paloma, toutes les références qu'elle avait, et après, c'est vrai que alors, le drag est quand même... pour moi, les premiers drags qu'il y avait en France, les drag queens en France, c'était des caricatures. C'était pas des caricatures, c'était des personnages un peu sortis de commun. Il y avait des échasses, c'était des créatures, voilà, pas des caricatures, des créatures. Voilà, il y a beaucoup de travail sur le maquillage, sur les costumes. Il faudrait qu'il y en ait peut-être un peu plus sur la pratique théâtrale. Merci Jérôme de nous avoir accordé cette interview. Vous pouvez retrouver les actus de Pride Toulouse sur le site pridetoulouse.com. Jérôme, tu restes avec nous pour la suite ? Avec grand plaisir. Et puis tu peux réagir quand tu le souhaites. D'accord. On passe à l'histoire d'une vie. Voici la chronique « Il suffira d'un signe ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme inspirante pour plusieurs générations de personnes LGBTQIA+. Marsha P. Johnson. Cette activiste est née en 1945 et décédée en 1992 aux États-Unis. Cette femme, drag queen, trans, noire et travailleuse du sexe, a lutté toute sa vie pour les droits des personnes LGBTQ+. On la connaît notamment pour avoir participé aux émeutes de Stonewall en juin 1969. Elle a rejoint ensuite le Gay Liberation Front, désolé pour l'accent pourri, et participé à la première marche des fiertés. Marsha P. Johnson sera un véritable soutien notamment pour les personnes trans et ne cessera de défendre leurs droits même auprès d'autres membres de la communauté LGBTQ+. Au début des années 70, elle fonde l'association STAR, désolé encore pour l'accent pourri, Street Transvestites Action Revolutionary, avec Sylvia Rivera.
Elle accueillera dans la Star House des jeunes LGBT+, sans domicile à New York. Cela leur permet d'avoir un endroit safe où dormir. Andy Warhol a également photographié Marsha dans sa série Ladies and Gentlemen, qui présentait des portraits de drag queens. Elle milite sur tous les fronts durant plusieurs années, notamment dans les années 80, où elle lutte à côté d'ACT UP contre le VIH-Sida. Son corps sera retrouvé en 92 dans l'Hudson River, qui est une rivière à New York. On ne sait pas si elle a été assassinée, comme beaucoup d'activistes LGBT à l'époque, ou si elle s'est suicidée, comme dit la police. L'annonce de sa mort, en tout cas, endeuilla profondément la communauté LGBTQ+ de New York et donna lieu à des manifestations contre la police pour leur demander de faire leur travail et de trouver l'assassin. Dans le documentaire Marsha P. Johnson, Histoire d'une légende, l'une de ses proches dit qu'elle était le genre de personne à donner tout le temps des affaires à elle aux gens qui les aimaient bien. Marsha P. Johnson était une personne joyeuse, généreuse, qui aimait apporter du baume au cœur aux gens, notamment les plus marginalisés. Et des personnes comme ça, on en parlera à chaque émission, et ce sont des personnes très importantes pour notre communauté. On passe à la culture avec le Canart, nos recommandations à voir, à lire, à écouter, etc. On commence par toi, Eden. Que nous présentes-tu ? Alors, pour ma part, je souhaiterais parler des alliés de la cause LGBTQ+, en abordant le monde de la musique, et plus particulièrement Imagine Dragon, qui est un groupe que j'affectionne particulièrement. Donc c'est un groupe de rock alternatif originaire de Las Vegas, fondé en 2008, qui cumule du coup 5 albums et totalise plus de 74 millions d'albums vendus. Donc voilà pour la mise en contexte. Pour le coup, je souhaiterais vous parler du coup des engagements politiques et militants du groupe, notamment de la tête du groupe et chanteur Daniel Reynolds. Donc à maintes fois, le groupe de rock s'est positionné en faveur de la communauté LGBTQ+, dans un contexte de transphobie d'État aux États-Unis. Un communiqué a été adressé aux personnes transgenres pour leur signifier que les concerts sont des safe places, un message lancé aux politiques anti-trans et LGBTQ+. Cet engagement est visible lors de leurs concerts, lorsque Ben McKee, le bassiste du groupe, sort sa fameuse basse où le drapeau trans et inclusif est arboré. Très belle basse d'ailleurs. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, Dan Reynolds a fait don de la maison de son enfance en la rachetant à sa propre mère à une association donc, du nom de N-Cycle, merci encore l'accent, venant en aide à des jeunes personnes queer. Dan poursuit en 2017 en fondant le festival de musique Love Loud dans l'Utah. Festival permettant aux personnes queer de se sentir bien. Love Loud cherche à lutter contre le suicide des jeunes et promouvoir l'acceptation des LGBTQ+. Vous l'aurez compris, les membres d'Imagine Dragon sont des alliés de la première heure et n'hésitent pas à s'impliquer à fond dans la cause, quitte à se retrouver dans les viseurs des médias d'extrême droite, quand en 2019 par exemple, Dan a pris une victoire aux Billboard Music Awards avec son groupe prend la parole lors de son discours pour dénoncer que dans les 2/3 des États-Unis, les thérapies de conversion ne sont toujours pas interdites. Clara, toi tu vas nous parler d'un livre, Queer Life, Queer Love. On t'écoute. C'est ça. Queer Life, Queer Love, c'est une anthologie d'écrits queer qui a été publiée en 2021 par Muswell Press. Donc l'ouvrage il contient 42 histoires, poèmes, essais et témoignages écrits par et pour des personnes queer. Ça a été publié en hommage à Lucie, donc la fille transgenre de l'une des 2 éditrices de la maison d'édition. Et donc il y a un appel à récit qui a été envoyé donc, pour des personnes queer pour pouvoir réaliser ce livre. Il y a un 2e tome qui est sorti cette année d'ailleurs avec de nouveaux écrits. Moi je l'ai lu en février 2023 parce que c'était dans le contexte d'un club de lecture auquel je vais tous les mois. Et pour l'anecdote, l'un des autoristes c'était mon ancien prof d'anglais, qui s'appelle Wayne, qui est jamaïcain, qui était assistant de langue dans mes classes d'anglais LVA. Et donc qui a écrit une nouvelle notamment là-dedans, qui est inspirée beaucoup de son expérience à lui en tant que jeune queer en Jamaïque. L'histoire brise un peu le cœur,
mais c'est très bien écrit. Voilà. Les anthologies, c'est très hétérogène, toujours, parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de choses qui me plaisent ou non. Il y a des histoires que j'ai pas du tout terminées parce que je les ai pas du tout appréciées. Il y en a où j'ai été plongée dedans du début à la fin, j'aurais voulu plus de pages. La poésie, il y avait des choses certainement très belles. À mon grand désarroi, je ne suis pas sensible à la poésie. Je n'arrive pas à l'apprécier. Mais ça avait l'air très beau. Mais par contre, j'ai pu découvrir beaucoup d'auteurs queer, des vécus qui sont pas le mien, parce que j'ai un vécu objectivement très privilégié quand même, par rapport à mon identité et ma sexualité. Et je trouve que c'est d'autant plus important du coup, pour des gens comme moi de lire et d'écouter le vécu de personnes qui n'ont pas le même, parce que c'est important de prendre conscience de ses privilèges, même quand on fait partie d'une minorité. Il y avait plein de choses très intéressantes, des moments de vie, des récits, des essais aussi, notamment sur le jeu vidéo et les places des vilains dans les jeux vidéo, et le fait qu'en tant que personne queer, on a parfois tendance souvent à s'identifier à ces personnages, en tout cas plus les apprécier que d'autres. L'essai est très intéressant. C'est clair, oui. Le livre n'a pas été traduit par contre, malheureusement, et c'est bien dommage parce que il est vraiment très chouette, et comme c'est des histoires courtes, c'est quand même assez accessible, et au pire il y a rien qu'on n'aime pas, on skip et on passe à la suivante. Mais c'est quand même un bouquin que j'ai bien apprécié et que je trouve très chouette, et il faudrait que je lise le tome 2 d'ailleurs, que je me le trouve. Peut-être quand j'aurai vidé un peu plus ma liste de livres, qui est bien trop grande. Mika, toi tu souhaites nous parler d'un film engagé et entraînant. Effectivement, il s'agit du film Pride. Ce dernier raconte une partie méconnue de l'histoire LGBT+, et ouvrier du Royaume-Uni. Celle de la grève des mineurs de 1984 à 1985. Il est réalisé par Matthew Wachus, désolé si j'écorche votre nom, et est sorti en 2014. Ce film a été énormément primé. Il parle non seulement des problématiques LGBT+, sous le gouvernement de Margaret Thatcher, mais aussi des problématiques ouvrières. Pride nous raconte l'évolution d'un groupe d'activistes, lesbiennes et gays, qui se rencontrent lors de la Pride de 1984 et se positionnent en faveur de la grève des mineurs. Mark Ashton et son groupe, les LGSM, lesbiennes et gays en soutien aux mineurs, vont faire de nombreuses actions qui vont les mener à rencontrer un groupe de mineurs en grève, dans la vallée de la Doulaye. Bien qu'au départ, il y ait beaucoup de préjugés de la part des deux groupes, leur combat commun va les rapprocher et ils vont se lier d'une indéfectible amitié. Après beaucoup de luttes et d'actions, les mineurs vont faire une jolie surprise à leurs camarades lesbiennes et gays, à la fin du film. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler nos auditorices, ce serait dommage. Beaucoup de sujets sont abordés à travers ce film, notamment le classisme, les LGBT-phobies, les années SIDA et donc le combat contre le VIH, l'intersectionnalité, les violences policières et la convergence des luttes. Des problématiques qui sont, pour la plupart, toujours d'actualité. Le film est cependant assez romancé. Si vous voulez aller plus loin ou voir l'entièreté de la réalité historique et que vous aimez lire, il existe un livre, Lesbiennes et gays au charbon, qui retrace ce moment historique. Guillaume, le gamer du groupe, un jeu vidéo recommandé peut-être ? Oui, tout à fait. Il s'agit d'Undertale, et c'est un jeu indépendant qui a marqué l'histoire du jeu vidéo moderne, mais pas du tout pour ses graphismes qui sont ultra pixelisés. On pourrait penser que ça a 20-30 ans, mais pas du tout. Mais plutôt pour ses personnages qui sont très très attachants en fait. Il faut savoir que ce jeu a été conçu par une seule et unique personne, qui s'appelle Toby Fox, qui a écrit l'histoire, a développé le jeu, a créé les graphismes, a composé la musique, bref, le mec a tout fait, de A à Z. Undertale, c'est récent, il est sorti en 2015 et il a vraiment rencontré un très grand succès. La personne qui joue incarne un personnage enfant qui doit trouver le moyen de s'échapper d'un monde souterrain envahi de créatures et de monstres, avec pour chacun et chacune sa propre personnalité, sa propre identité. Et durant le périple, en fait, on va rencontrer de nombreux personnages LGBTQIA+. Une garde royale amoureuse d'une femme monstre, un robot qui se définit non-binaire de façon explicite. Les personnages sont présentés de façon ordinaire, avec leur propre vie et ses aléas, mais ne sont jamais soumis à une quelconque discrimination sur le genre ou l'orientation sexuelle. Les personnages LGBT+, sont présentés de façon positive et diversifiée, ce qui est rare dans le domaine du jeu vidéo encore aujourd'hui. Undertale, c'est un jeu indépendant, devenu un classique par son gameplay, son ambiance,
mais encore plus marquant pour la communauté LGBTQ+, considérant le jeu comme une safe place dans les mondes vidéoludiques. Et je vous le conseille en fait, tout simplement, ne serait-ce que pour l'histoire ou les musiques qui sont super chouettes. Et le jeu est dispo sur toutes les plateformes et consoles actuelles pour à peu près un peu moins de 10 €, donc faites-le, je vous le conseille. Parlez-en autour de vous, parlez-en aussi à vos gamins. Pour ma part, je souhaiterais vous parler de Kay Leroy, @KayLeroy sur Instagram, que je suis depuis maintenant un petit moment. Cet artiste, bachelor en conception de communication, est un designer visuel, mais préfère se considérer comme un concepteur de système ou un concepteur UX, User Experience. Il habite San Francisco, la capitale américaine de la communauté LGBTQIA+, et a été lauréat IXDA, une organisation dédiée à la discipline du design d'interaction, et IXDA Shortlist. L'art de Kyle est littéralement pointilleux, puisqu'il pratique le dot work, ou pointillisme pour les francophones. Ses œuvres, qu'il esquisse avec finesse et précision, sont ombrées de points noirs et parfois illuminées de bordures dorées, qui s'assemblent avec harmonie pour dessiner des corps d'hommes. Seuls ou accompagnés, ces hommes gays s'embrassent, se lovent, se serrent ou posent tout simplement. Le tout dans une nudité assez érotique. Dans l'une de ses collections, nous sommes mises à la place d'observateurs-observatrices, clandestins-clandestines, cachés derrière une porte, à épier par le trou d'une serrure étroite, qui, pourtant, laisse entrevoir quelques bouts de peau. Ce qui peut donner l'impression d'être dans un vestiaire rempli de sportifs, parfois très proches. Pour citer Kyle, cette collection explore l'idée de faire de vous, le spectateur, un voyeur, un peu complice. J'ai toujours été vraiment intéressé par l'idée de voir mon art dépeindre des courts aperçus dans un moment beaucoup plus grand et plus intime. Dans ces pièces, j'essaie de donner ce sens en ayant l'image circulaire recadrée qui est destinée à ressembler un peu à regarder à travers un trou de serrure et à évoquer le sentiment d'observer les autres, alors que les zones les plus sombres sont censées susciter un sentiment de secret et d'illicite. Mais je vous laisse vous faire votre propre idée de son travail, vous reconnaîtrez cette collection aux œuvres circulaires. Comme vous pourrez lire, découvrir ces nouvelles œuvres ainsi que leurs sens qui sont notifiés en commentaire. Pour en revenir à Kyle, il a pu dire sur l'un de ses sites qu'il se réjouissait que son art ait du succès car pendant longtemps, il a créé ce que la société voulait de lui, des choses régurgitées trop de fois. Il continue en citant Billy Porter qui s'exprimait sur sa carrière dans le R&B en tant que présentateur hétéro dans les années 90. J'ai échoué comme quelqu'un d'autre. En fin de compte, j'ai échoué à faire quelque chose que tout le monde me disait de faire ou que je devais faire. Et finalement, ce n'était pas moi. Ça n'avait rien à voir avec moi. Ça avait à voir avec l'idée de quelqu'un qui pensait que ça devait être moi. Et pour finir, il ajoute: toutes ces choses que je ne devrais pas dessiner, ce sont les choses qui rendent mon art unique et qui font de moi qui je suis en tant qu'artiste. Je devais être prêt à mettre de côté mon homophobie intériorisée. Je devais être prêt à ne pas m'inquiéter si ce que je créais offensait les hétérosexuels. Je devais être prêt à me mettre mal à l'aise pour trouver le succès réel dans mon art. Jérôme, tu as peut-être une petite recommandation à nous faire ? Oui, même plusieurs. En octobre, ça va être les 60 ans de la mort de Jean Cocteau. Jean Cocteau, le couple Jean Cocteau, Jean Marais. Donc je pense qu'il va y avoir plein d'événements qui vont avoir lieu. Et déjà, il y a des reportages qui se font à la télé. Il y a eu un reportage sur Arte entre les relations écrites entre Pablo Picasso et Jean Cocteau, où Jean Cocteau disait à Pablo Picasso: mon chéri, je t'aime, tout ça. Voilà. Bon, il n'y a jamais rien eu entre eux. Et après, un film que j'adore. Quand on me parle de film, c'est un film sur la déportation. Il s'appelle Bent, qui parle un peu de la déportation à Berlin. Donc il y a Mick Jagger qui joue dedans. Et c'est vraiment un super film à voir. Donc allez taper Bent, B-E-N-T, et vous trouverez probablement, ça doit être en streaming sur des sites. Pour terminer l'émission, quelques notes positives. Voici le journal des bonnes nouvelles, c'est le Canard liké.
La France a annoncé ce 18 septembre avoir débloqué un fonds de 2 millions d'euros pour lutter contre les LGBT-phobies dans le monde. La France renouvelle ainsi son engagement pour la dépénalisation de l'homosexualité et en faveur des droits LGBT+. La date est symbolique et marque le 15e anniversaire du groupe LGBTQ+, des Nations Unies. Et je me permets d'apporter une note de complément. Le fonds sera utilisé certes par les ambassades, mais il faut savoir que la France a 160 ambassades dans le monde. Le fonds est de 2 millions d'euros seulement. Ça revient à ce que chaque ambassade ait 12 500 euros seulement pour défendre les droits LGBT+. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, c'est quand même pas suffisant, quoi. Un sondage récent de juin 2023 estime que plus de la majorité des Français et Françaises sont favorables aux soins d'affirmation de genre pour les ados transgenres, avec le consentement de leurs parents, ce qui veut dire que la majeure partie des Français et Françaises sont d'accord pour accompagner la transition de genre des ados en désaccord avec le genre attribué à leur naissance. Ricky Valérie Kolle a remporté à 22 ans en juillet dernier la couronne de Miss Pays-Bas. Elle est la première femme transgenre à remporter le titre. Elle représentera son pays au concours de Miss Univers qui aura lieu en décembre 2023. Et justement, en parlant de Miss, revenons en France. C'était il y a quelques jours en Haute-Vienne, Lara Dumas a été élue première dauphine de Miss Haute-Vienne. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Tout simplement parce que c'est une femme trans, qui véhicule des ondes positives. Je cite « Battez-vous pour ce que vous êtes réellement et ne changez pas pour plaire aux autres. Soyez fiers de qui vous êtes, acceptez-vous et croyez en vos rêves. » On arrive au bout de cette première émission Conflit de Canard. Merci de l'avoir écouté. Merci de la partager. Retrouvez les autres productions Iva Sound Studio sur le site ivasoundstudio.com. On se retrouve avec la team Coin Coin le mois prochain pour une nouvelle thématique inclusive. D'ici là, aimez-vous et prenez grand soin de vous. À très bientôt, cordialement. Bisous. Cette émission Conflit de Canard a été enregistrée en septembre 2023 et produite par l'association Iva Sound Studio. À la réalisation, Guillaume P. À la rédaction et à l'animation, Mario A. Eden B. Lilith Queer, Mika dans le civil, Clara L. et Guillaume P. Cette émission est placée sous licence Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Suivez-nous sur ivasoundstudio.com et nos réseaux sociaux.